Alors, chers amis, nous sommes rendus à notre avant-dernière conférence ici dans la salle D cet après-midi. On va poursuivre notre aventure de cette 14e édition de l'Agile Tour avec Alexandre Walsh, qui est cofondateur et le VP de l'ingénierie chez Nexap, une entreprise de développement logiciel sur mesure qui emploie aujourd'hui plus de 70 employés. Alexandre bâtit au quotidien des équipes performantes axées sur l'excellence technique, l'expérimentation sans relâche et la centricité utilisateur. En plus de ses 10 ans d'expérience, Alexandre est impliqué dans le cours Qualité et métrique de logiciels à l'Université Laval. Dans sa conférence « L'amélioration continue pour les capitalistes », il va nous rappeler les fondements de l'agilité, la science du DevOps avec les métriques DORA et le framework de SPACE, démontrant tous les avantages que peuvent vous apporter une transformation DevOps. Vous repartirez d'ici la tête pleine d'idées pour améliorer le travail de vos équipes. Chers amis, veuillez accueillir chaleureusement Alexandre Walsh. Yes, merci. Salut tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici avec vous. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté sur scène. On s'entend que quand je me pratiquais dans mon salon hier soir, il y avait pas mal moins de monde qu'ici en ce moment. Je suis vraiment content, puis merci à Agile Québec de m'offrir l'opportunité de venir faire cette présentation-là devant vous, de voir qu'il y a autant de monde qui sont attirés et d'avoir votre attention aujourd'hui, ça me touche beaucoup. Donc, je suis vraiment content. Donc, aujourd'hui, l'amélioration continue pour les capitalistes. Donc, j'espère que j'ai suscité votre attention. Dans le fond, mon but, ça va être de remettre l'emphase sur l'importance de l'amélioration continue puis les retombées positives que ça peut avoir. Dans la prochaine heure, dans le fond, j'ai la chance au quotidien de travailler avec plusieurs clients. Donc, je veux vous conter l'histoire de Pierre, qui, pour ici, ça va être un client fictif pour l'histoire, mais je veux vous raconter un peu l'histoire de Pierre, de comment ça a été payant pour lui d'avoir misé sur l'amélioration continue. Mettre un peu de contexte, imaginez que Pierre, il y a un produit. Il y a un produit qui fait 10 millions de revenus par année. Et Pierre, il y a une équipe, il y a 50 employés techniques dans son équipe. Et quand on regarde la performance de livraison de ces équipes, pour considérer qu'il y a une performance de livraison qui est moyenne, je mets un astérix parce que vous allez mieux comprendre tantôt qu'est-ce que je veux dire par ça, mais ça va être utile pour nos chiffres tantôt. Dans l'histoire, il n'y a pas juste Pierre. Comme dans toutes les compagnies, il y a un président qui est là, qui gentiment rappelle à Pierre l'importance de livrer. Et il faut vraiment livrer, il faut plus de fonctionnalités. On a de la compétition, on a des clients qui peuvent attaquer les mêmes clients que nous. On peut perdre des opportunités. On a des clients qui attendent après des choses qu'on promet. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est souvent, qu'est-ce qu'on valorise beaucoup, c'est de livrer des fonctionnalités comme s'il existait un seul type de valeur. Quand on regarde Pierre aussi, ce qu'on veut mettre en évidence aussi, c'est la capacité d'innovation. On entendait parler dans les autres présentations. Il existe plusieurs types de valeurs. La capacité d'innovation est aussi importante. Donc, c'est ça que je veux venir parler aujourd'hui principalement. Donc, quand Pierre il travaille avec son président, c'est sûr que ça le stresse un peu. En même temps, c'est un directeur, il aime bien ça. C'est le genre de défis complexes qu'il veut relever. Donc, il comprend qu'il doit livrer du stock, mais avec ses équipes, il doit contrôler sa dette technique. Il doit protéger ses équipes. Il doit trouver la bonne balance entre aller assez vite, livrer assez de fonctionnalités, mais aussi améliorer ses équipes en même temps. Donc, c'est une réalité qui est assez courante dans le quotidien. Ensuite, il y a un bonhomme qui arrive dans l'histoire puis qui vient voir Pierre, qui dit « Écoute, Pierre, je regarde ton contexte, là, puis sur la table en ce moment, tu pourrais aller chercher un autre 947 775 $. » Fait que là, Pierre, on s'entend qu'il me regarde et il est comme « D'où que ça sort, ce chiffre-là? » Et ce bonhomme-là, ce qu'il disait, c'était « Si tu étais capable de bâtir une équipe qui était plus performante, ben tu pourrais aller chercher un 948 000 $ en coût d'opportunité en ce moment. » Donc, ce coût-là est sur la table. Donc, c'est qui ce bonhomme-là? Bien évidemment, vous voyez ma face. Je me présente, je m'appelle Alexandre Walsh. Je suis le VP Engineering chez Nexap. Je suis un des cofondateurs de la compagnie. Nexap, qui est une compagnie de services. On a aussi notre produit qui s'appelle Axify, où je joue le rôle d'Engineering Manager dans la compagnie. Chez Nexap, on me définit comme le gardien de la qualité et de l'expertise dans la compagnie. Et sinon, en implication en dehors de la compagnie,
J'ai été impliqué avec Agile Québec dans les 2 dernières années. Je viens tout juste de terminer mon mandat avec eux. Et je suis impliqué aussi dans le cours de qualité et métrique du logiciel à l'Université Laval. Donc, si on vient à Pierre, à l'histoire à Pierre, ben, c'est bien beau de dire oui, bâtir des équipes plus performantes, mais sa première question, c'est OK, Alexandre, je t'écoute, mais comment je fais ça, bâtir des équipes plus performantes? Donc, on va reculer un peu dans l'histoire. C'est quel genre d'études qui existe, qui a été faite, qu'on peut se baser dessus. Donc, on va reculer dans le temps. Il y a Google qui se sont intéressés beaucoup à cette question-là. La première étude que je veux montrer, c'est en 2015. Google se sont intéressés à la question « Qu'est-ce qui rend les équipes performantes? » Avec le temps, ils ont découvert qu'il y a plusieurs dimensions. Mais la première dimension qui a un gros impact, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Ça, ils ont découvert ça en 2015. La sécurité psychologique, c'est vraiment le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire des choses, de pouvoir prendre des risques, faire des choses sans le jugement des autres. Donc, Google, ce qu'ils ont réussi à prouver scientifiquement en 2015, c'est cette dimension-là a un impact direct sur la performance des équipes. Ils ont découvert d'autres choses dans cette étude-là, mais pour aujourd'hui, j'en parlerai pas parce que c'est moins pertinent pour ma présentation. Évidemment, Google, ils n'ont pas arrêté en 2015 de faire de la recherche. Ils ont continué. On va avancer en 2018. Le fameux livre Accelerate ou la science DevOps, il y a eu plusieurs noms à ça. Il y a 2 choses qu'on peut sortir de ce livre-là que je considère qui sont vraiment importantes. Premièrement, ils ont découvert les fameuses 4 métriques clés qui vont prédire la meilleure performance de livraison. Donc, si tu optimises ces 4 métriques clés-là en même temps, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez atteindre une meilleure performance. Ensuite, l'autre chose qu'ils ont découvert, c'est en ayant des métriques clés, c'est qu'on est capable de créer des groupes de performance. Donc, il va y avoir des gens qui, on va considérer qu'ils sont en basse performance, il y en a qui vont être en moyenne performance et il y en a qui vont être en haute performance. Donc, juste pour les passer rapidement, ce qui est intéressant avec ces métriques clés-là, c'est qu'il y a 2 types de métriques. Il y a des métriques de vitesse et il y a des métriques de stabilité. Donc, si on les passe rapidement, la première, c'est le lead time for change, qui est ça prend combien de temps à apporter un changement en production. L'autre métrique, c'est la fréquence de déploiement. C'est sur une période de temps, c'est combien de changements que je suis capable d'apporter en production. Tu sais, c'est-tu une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, peu importe. Donc, ça, c'est des métriques de vitesse. Et ensuite, il y a les 2 métriques sur la stabilité, la première qui est l'exchange failure rate, c'est justement, j'apporte des changements en production, c'est quoi le pourcentage de ces changements-là qui vont causer un incident, une panne, un bug, peu importe. Et l'autre métrique, c'est le MTTR, ou dans le fond, le temps de restauration. C'est quand j'ai un incident, un bug ou une panne, ça me prend combien de temps le réparer. Donc, ce qui est intéressant avec ces 2 métriques-là, c'est, on le sait qu'avec des métriques, si on met des métriques, on va chercher à les optimiser. Si on cherche juste à optimiser une de ces métriques-là, probablement ça va avoir un impact négatif sur les autres métriques. Là. Donc, vous ne pouvez pas juste faire plus de vitesse ou plus de stabilité. Ça ne marchera pas. Là. Donc, dans le livre de Accelerate et dans cette étude-là, pour parler des groupes de performance, juste pour vous dire qu'il existe les valeurs d'un tableau. Je ne vous présenterai pas nécessairement toutes les valeurs, mais juste sachez qu'il y en existe. Pour ma présentation d'aujourd'hui, je vais m'y référer quand même souvent pour ramener les chiffres. Donc, on n'est pas obligé de l'apprendre par cœur pour là, mais je vais le ramener souvent. Et là, ceux qui ont écrit le livre de Accelerate, ils ont continué leur recherche et ils n'ont pas arrêté en 2018, encore une fois. On avance en mars 2021, donc c'était l'année passée, où on parle du framework de SPACE. SPACE étant un framework sur la productivité des développeurs, c'est un acronyme qui veut dire qu'il y a 5 dimensions, parce qu'il considère que dans la productivité des développeurs, il existe 5 dimensions qui ont un impact direct sur la performance. Donc, on peut le voir rapidement, là, on parle autant de satisfaction et bien-être des gens, donc le moral des équipes. On parle de l'efficience de flow, la performance de votre processus. On parle aussi comme de l'excellence technique, donc la qualité du travail qui est livré, la qualité de vos activités de développement et aussi le niveau de collaboration dans les équipes. Là. Donc, quand on regarde ce genre de framework-là, c'est là que on comprend qu'il faut qu'on maîtrise pas mal de choses en même temps pour atteindre cette performance-là. Un passage que j'avais aimé dans le State of DevOps en 2022, c'est
les compagnies qui ont sérieusement adopté une philosophie d'amélioration continue, c'est les mêmes compagnies qui tendent à avoir des meilleures performances organisationnelles. Donc, dans le livre Accelerate, ils l'ont prouvé, cette corrélation-là, et elle est encore vraie aujourd'hui. Si on regarde aussi le State of DevOps en 2021, ils ont fait des comparaisons entre c'est quoi la différence entre ceux qui sont en basse performance et ceux qui sont en haute performance. Et ce qui est intéressant avec ces chiffres-là, c'est quand on est en haute performance, on n'est pas juste 2 fois ou 3 fois meilleur. Là. On est largement meilleur que les autres. Donc, il n'y a aucune typo là, dans cette slide-là. Les chiffres en 2021, ils démontrent que dans le fond, ceux qui ont de meilleures performances de livraison, ils peuvent livrer jusqu'à 6570 fois plus rapidement. Donc, c'est quand même significatif. Moi, juste en voyant ces chiffres-là, j'étais déjà convaincu, mais on n'arrêtera pas là, évidemment. Donc, si on vient à Pierre une seconde, dans le fond, Pierre, il voit ces études-là, il voit ces mêmes concepts-là, il comprend que c'est important au bout de la ligne, mais ça il tente. Mais de l'autre côté, il y a quand même la pression. On s'entend, il faut que je livre, c'est important. J'ai-tu vraiment le temps de m'améliorer? J'ai-tu vraiment le temps? Je veux avoir un retour sur mon argent si je passe du temps à améliorer ma performance? Puis, bien évidemment, la réponse, c'est oui, là, on s'entend, parce que sinon, je n'en ferai pas une présentation. Puis non seulement c'est oui pour le retour, mais je vous dirais même que c'est partie intégrante de votre travail. Donc, il y a moyen que ce soit un win-win pour tout le monde, un win pour l'équipe, pour votre produit, pour l'organisation. On va regarder ça ensemble, justement. Donc, la prochaine partie dans ma présentation, c'est un white paper que j'ai trouvé de Nicole Forgreen, qui est justement l'auteur du framework de Space, et de Dora, qui a calculé comme le ROI d'une transformation DevOps. Donc, ce que je vais vous partager essentiellement, c'est une formule qu'on va pouvoir regarder ensemble. Là, évidemment, je vais vous partager des chiffres en exemple, juste pour qu'on ait le contexte et pour simplifier la compréhension. Mais idéalement, si vous êtes capable d'utiliser vos propres chiffres, ça serait vraiment idéal. Donc, ce que je veux que vous ressortez, c'est plus le concept en arrière des formules et non si les chiffres sont vrais. Donc, il y a 3 blocs qu'on va regarder pour calculer le retour potentiel. Le premier bloc, c'est le temps évité sur du travail qu'on va dire qui est non nécessaire. Donc, imaginez qu'on a une équipe qui travaille. Ils vont avoir des inefficiences. Ce n'est pas vrai qu'on est parfait. On va faire des erreurs, c'est bien normal. Donc, l'idée qu'on va venir calculer ici, c'est que si on réduit ces inefficiences-là, on va récupérer du temps. Et ce temps-là, ça a une valeur pour l'organisation. Donc, on va venir calculer ça. Juste pour le mettre en image, imaginez justement que vous avez qu'on travaille, qu'on a notre équipe, et qu'il y a un bout d'inefficience qu'on va dire qui est normal, parce que justement, les équipes ne sont pas parfaites. Mais par contre, il y a un bout qu'on va vouloir éviter. Donc, c'est le bout en rouge ici qu'on voit sur l'écran. Parce que si on évite ce coup-là, au bout de la ligne, on va redonner plus de temps à l'équipe. Donc, imaginez que si on fait moins de bugs dans nos équipes, par exemple, on va pouvoir mettre ce temps-là sur la nouvelle valeur ou des fonctionnalités plutôt que sur des bugs. Donc, ce coût-là, c'est un peu comme si on ajoutait de la capacité additionnelle à l'équipe sans engager d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça qu'on cherche à faire en réduisant l'inefficience dans les équipes. Donc, comment on calcule ça? Ça va être par cette formule-là. Donc, on va les passer ensemble, justement. La première variable, c'est il y a combien de personnes dans votre équipe. Donc, dans l'exemple de Pierre ici, on avait 50 employés techniques. Donc, on va pouvoir prendre ce chiffre-là. Hey. Ensuite, ces personnes-là, l'organisation, on les paye. Donc, ils nous coûtent combien? Là, dans mon exemple ici, je prends 85 000 par année. C'est le salaire moyen qu'on voit sur Glassdoor des développeurs au Québec. Là, je suis bien conscient que le salaire est différent d'une compagnie à l'autre, il est différent d'une ville à l'autre, il est différent selon la nature de votre entreprise. Là. Donc, idéalement, si vous connaissez le salaire moyen, utilisez ça. Mais pour l'exemple, en ce moment, j'utilise la donnée de Glassdoor, qui était le salaire moyen des développeurs au Québec. Ensuite, ce qu'on va venir additionner à ça, c'est que l'organisation ne paye pas juste le salaire, elle paye des bénéfices d'employés. Donc, des exemples de bénéfices, imaginez tout ce qui est assurance, vacances, fonds de pension, etc. On va rentrer ça dans les bénéfices des employés.
Donc, pour les plus petites compagnies, imaginez que c'est 15 pour les plus grandes compagnies, ça peut aller jusqu'à du 30 même un peu plus. Dans l'exemple de Pierre, je préfère qu'on soit conservateur, donc on va prendre le chiffre de 15 qui représente plus les petites compagnies. Ensuite, la dernière variable, c'est le pourcentage de temps justement qu'on veut éviter. Donc, l'assumption qu'on va prendre, c'est en 2018, justement, dans le livre Accelerate, ils ont dit que les meilleures équipes ils ont un taux de rework d'environ 19 et les moyennes basse performance, c'est encore plus haut. Donc, essentiellement, l'objectif qu'on pourrait viser en tant qu'équipe, c'est d'avoir un taux de rework, on va dire, de 18 Donc, ce que ça va faire, c'est... Donc, ce que ça va faire, c'est si on vise 18 de taux de rework et que si je suis en haute performance, je suis à 19 en ce moment, bien, le pourcentage de temps que je souhaite récupérer, c'est 1 de mon temps. Et pour les moyennes performances, c'est 1,5 et basse performance, c'est 2 du temps. Donc, si on plug ces chiffres-là dans la formule, pour Pierre, l'inefficience qu'on veut aller récupérer en ce moment, ça lui coûte 73 313 $ par année. Donc, si on compare ça, justement, en ce moment, c'est 73 000 si on était en moyenne performance. Si on était en basse performance, la valeur vaut un peu plus cher parce que j'ai plus de temps à récupérer en termes d'inefficience. Et à l'inverse, si je suis en haute performance, j'ai moins de temps à récupérer, donc cette valeur-là va être plus petite. Donc, c'est ça qu'on peut venir comparer de cette façon-là. Et ça, c'est dans l'exemple qu'on avait 50 employés techniques. Juste à titre indicatif, si on avait, par exemple, 500 employés techniques, bien, faites x10 au chiffre et les chiffres vont être 10 fois plus gros. Donc, parfait, on a notre première valeur, notre premier bloc, 73 000 on va passer au deuxième bloc. Le temps qui va être réinvesti dans de la valeur, ça va valoir combien? Donc, je rappelle l'idée, si je réduis mon inefficience, je regagne du temps. Ce temps-là que je regagne, je peux le remettre sur la nouvelle valeur ou des éléments qui vont générer des revenus pour l'entreprise. Donc, ça a une valeur. Cette valeur-là, c'est ça qu'on venait calculer dans la prochaine formule. Donc, celle-là est un petit peu plus complexe, donc on va les repasser ensemble, justement. La première variable, c'est le temps qu'on a récupéré. Ça, on l'a déjà calculé à l'autre place. Si je peux éviter 1,5 de mon temps, en réalité, je regagne 1,5 de mon temps. Donc, c'est ça qu'on va venir mettre dans le premier chiffre. Hey. Ensuite, la deuxième variable, c'est je regagne du temps. Qu'est-ce que je peux faire dans ce temps-là? Ce que je peux faire, c'est des changements. Donc, c'est la fréquence de déploiement. C'est une des 4 métriques clés de Dora. Donc, si on va piger les valeurs dans le tableau, si je suis en moyenne performance, c'est entre 1 fois par semaine à 1 fois par mois. Donc, dans l'exemple de Pierre, je vais prendre la donnée plus optimiste, qui est 1 fois par semaine. Donc, essentiellement, Pierre est capable de faire 52 changements par année. Si l'autre variable, c'est le nombre de lignes d'affaires, dans le sens que si vous avez plus qu'un produit, on peut venir le multiplier ici. Pour les fins de l'exemple, je l'ai vraiment simplifié, Pierre a un seul produit, donc une seule ligne d'affaires. Donc, on va pouvoir mettre 1. Ensuite, le taux de succès des idées. Donc, je récupère du temps, je fais des changements à l'intérieur de cette période-là. C'est quoi le pourcentage de mes changements qui vont fonctionner? Et là, l'assumption qu'on va prendre ici, c'est 33 %. Donc, le tiers de qu'est-ce qu'on va faire va fonctionner. Et ce chiffre-là, je l'ai tiré dans le fond d'une étude que Microsoft a faite dans le passé, qui vient de dire il y a seulement le tiers de qu'est-ce qu'on fait qui va avoir un impact positif sur notre produit. Ensuite, il va y avoir l'autre tiers de qu'est-ce qu'on fait qui a un impact neutre. Et le dernier tiers, il y a un impact négatif sur le produit. Donc, il y a le tiers de qu'est-ce qu'on fait qu'on serait mieux de ne pas le faire. Puis à l'inverse, il y a juste le tiers de qu'est-ce qu'on fait qu'on veut qu'il fonctionne. Donc, ensuite, c'est l'impact des idées. Donc, je récupère du temps, je fais des changements. Le tiers de qu'est-ce que je fais fonctionne. Quand ça fonctionne, ça me rapporte combien? Donc, ici, on va prendre l'assumption de 1 % et
dans le fond, ça va être 1 des revenus. Donc, quand mes changements ils fonctionnent, ils vont rapporter en moyenne 1 des revenus. Puis là, encore une fois, ici, je suis vraiment conscient, il y a des fonctionnalités, des changements que vous allez faire qui vont rapporter quasi rien. Ils vont rapporter 0,01 mais à l'inverse, il y a des fonctionnalités qui vont vous rapporter 200, 300, 400 de vos revenus. Donc, en moyenne, on va assumer que ça rapporte 1 des revenus. Et c'était une suggestion aussi de l'étude en arrière du white paper que je me base dessus. Et sinon, la dernière variable, c'est si ça rapporte 1 de mes revenus, je fais combien de revenus? Donc, dans notre exemple, on avait 10 millions de revenus. Donc, si on s'amuse et on plug les chiffres dans la formule, dans le cas de Pierre, ça rapporte 25 740 $. Donc, si on fait le même exercice de comparaison, si je suis en moyenne performance, ça me rapporte 25 000 $. Si je suis en basse performance, ça me rapporte juste 1 300 $. Et si je suis en haute performance, ça me rapporte 240 900 $. Le fait intéressant ici, c'est qu'en réalité, la variable déterminante, c'est vraiment la fréquence de déploiement. Parce que si je récupère plus de temps, bien sûr, en haute performance, sont déjà habitués d'apporter plus de changements dans la même période de temps. Donc, je vais vous l'expliquer pourquoi ensuite. Là, je vais juste terminer, dans le fond, la comparaison. Dans le sens que, là, c'est dans le scénario que votre produit fait 10 millions, mais si, à l'inverse, votre produit, c'est un produit de 100 millions, les chiffres seraient 10 fois plus gros. Là. Donc, en haute performance, à 100 millions, on parle qu'il y aurait un retour potentiel pour cette variable-là de 2,4 millions. Donc, c'est quand même considérable dans l'équation. Donc, juste pour être sûr qu'on comprenne bien la même chose, j'ai tenté de l'imager. Si je récupère du temps, dans ce temps-là, je peux faire des changements. Et plus que je suis performant, plus que je suis capable de faire des changements dans cette période de temps-là. Et plus que je fais des changements, bien, plus que j'ai de chances qu'il y en ait au moins un qui fonctionne. Et donc, statistiquement, j'ai plus de chances de faire plus de revenus et donc avoir plus d'impact dans mon organisation. Parce qu'on le disait au début, ceux qui sont en haute performance ne sont pas juste 2 ou 3 fois meilleurs. Là. Ils sont significativement vraiment meilleurs que les autres. Donc, quand eux, ils récupèrent du temps en termes d'efficience, ce temps-là, il vaut beaucoup plus cher pour l'organisation. Donc, moi, un des constats que j'ai fait en faisant ma présentation, c'est qu'en réalité, ceux qui ont le plus, dans cette ligne de pensée-là, ceux qui ont le plus à gagner, à s'améliorer, c'est ceux qui sont déjà en haute performance, parce que leur valeur de leur temps qu'ils récupèrent est beaucoup plus haute. Donc, si on reprend l'exemple, on avait trouvé le 25 000 $, donc on peut revenir le mettre dans la formule, et il nous reste le dernier bloc, qui est le coût des incidents. Donc, l'idée en arrière de cette variable-là, c'est on va être capable d'estimer ça nous coûte combien un incident, une panne ou le temps d'interruption, parce que si on est capable de les éviter, bien, ça représente des coûts pour l'organisation. Donc, ceux qui sont plus en haute performance, ils ont des meilleures pratiques DevOps. Donc, généralement, ils vont tendre à avoir moins de pannes ou ils vont tomber moins souvent en panne, dans le fond. Ou quand ils vont tomber en panne, ils vont le réparer plus vite. Donc, comment on calcule ça? Encore une fois, celui-là va être un petit peu plus facile parce qu'il est basé sur beaucoup de métriques de RA. Donc, le premier, c'est on va reprendre le nombre de changements que je suis capable de faire. Donc, dans l'exemple de Pierre, on l'avait déterminé que c'était 1 fois par semaine, donc 52 fois par année. Ensuite, le taux d'échec des changements. Donc, si je fais 52 changements par année, bien, c'est quoi le pourcentage de mes changements qui peuvent causer un incident? Donc, ça, c'est une métrique clé de DORA. Donc, c'est le Change Failure Rate, essentiellement. Donc, en moyenne performance, c'est entre 16 à 30 %. Donc, si on prend la moyenne des deux, on pourrait estimer que, dans le cas de Pierre, on va prendre 23 %, qui est simplement la moyenne des deux chiffres. Ensuite, le temps moyen de restauration. Donc, si je fais des changements, et c'est quoi le pourcentage des changements qui causent un incident? Quand ça arrive, ça me prend combien de temps le réparer? Donc, ça aussi, c'est une métrique clé de DORA qui est le MTTR, donc le temps de restauration du service. Quand on est en moyenne performance, c'est entre une journée à une semaine. Donc, dans le cas de Pierre, j'étais un petit peu plus optimiste. Je n'ai pas pris nécessairement la moyenne des deux, j'ai pris 1,5 jours au lieu de 2,5. Donc, ça donne 36 heures réparées en moyenne un incident.
Et à la fin, ça me coûte combien cette panne-là à l'heure? Donc, je vais me permettre de mettre des chiffres en perspective. Là. On ne va pas prendre les chiffres à l'écran qu'on voit, mais il y a un rapport de Stéphane Elliott avec son équipe de IDC. Dans le fond, Stéphane Elliott, c'est un des VP chez IDC, et IDC, c'est International Data Corporation. C'est une compagnie qui est reconnue mondialement. Ils font des analyses, des rapports sur plusieurs marchés, plusieurs industries. Donc, un de leurs rapports, c'était justement sur le coût des pannes dans les grosses compagnies. Donc, pour les compagnies Fortune 1000, par année, le coût des pannes, pour eux, ça leur coûte 1,25 à 2,5 milliards. Donc, c'est quand même des gros chiffres, là. Fortune 1000, imaginez, c'est les compagnies qu'on entend souvent, là, les Amazon, Netflix, Google, Microsoft de ce monde. Puis ensuite, ce qu'ils viennent ajouter, c'est une panne d'infrastructure, ça peut coûter environ 100 000 de l'heure. Donc ça, c'est des pannes qui sont moins critiques. C'est souvent, mettons, votre système il est peut-être intermittent ou qu'il y a une dégradation du service, mais ce n'est pas nécessairement down ou ça fonctionne encore. À l'inverse, une panne critique, c'est tout est down, on panique, le bouton rouge, tout le monde travaille. Donc ça, qu'est-ce que ça leur coûte? C'est entre 500 000 à 1 million de l'heure. Donc, c'est facile, avec ces chiffres-là, c'est facile de s'imaginer pourquoi que ça peut coûter 2,5 milliards par année. Là, évidemment, c'est différent de compagnie en compagnie, là. Donc, on s'entend que si vous êtes une application qui offre des services de photo versus une billetterie en ligne ou une institution financière, le coût d'une panne, c'est tombé 1 heure en panne, c'est vraiment différent, là. Donc, dans l'exemple de Pierre, je ne suis pas allé dans ces extrêmes-là. J'ai pris un chiffre qui est beaucoup plus petit, qu'en moyenne, ça coûte 1 000 de l'heure une panne. Donc, si on le plug dans la formule, ça va donner que le coût des incidents par année, ça coûte 430 000 à l'organisation d'être en panne. Donc, si on compare, quand on est en moyenne performance, c'est 430 000 par année. Et quand on est en basse performance, le chiffre est quand même similaire. C'est 445 000 par année. Et quand on est en haute performance, c'est intéressant parce que ça nous coûte plus cher, dans le fond. Ça nous coûte 657 000 par année. Et la raison, en fait, puis ça, c'est à 1 000 de l'heure. Puis juste avant, imaginez que, justement, mettons que vous êtes une institution financière ou une billetterie, ou peu importe là, que ça vous coûte, que vous avez beaucoup de transactions à l'heure. Bien, si c'est 125 000 de l'heure, dans le fond, les chiffres sont vraiment plus gros. On parle de 53 millions ou 82 millions pour la haute performance. Puis pourquoi que le chiffre est plus haut pour la haute performance, c'est tout simplement parce qu'ils font beaucoup plus de changements que les autres. La nuance, par contre, c'est le coût d'une panne par déploiement, il est beaucoup plus petit, dans le fond. Quand on le voit en basse performance, quand ils tombent en panne, ça leur coûte cher parce que c'est long puis ils n'en font pas souvent. Mais en haute performance, ça leur coûte vraiment moins cher. Pas de tomber en panne, mais ils déploient tellement souvent que le coût par déploiement est vraiment plus petit. Donc, si on additionne ces trois, si on ramène le 430 000, on le remet dans la formule, ça nous donne 529 613 par année. Donc, on n'a pas le 946 000 qu'on avait tantôt. Le pourquoi, c'est parce qu'on est en moyenne performance, dans le fond. Si Pierre était en haute performance, son retour potentiel serait justement le 946 000 par année. Donc, si Pierre travaille pour amener son équipe en haute performance, son retour potentiel va être de 946 000 par année. Et ça, c'est toujours dans le scénario que 50 employés à 10 millions de revenus. À l'inverse, si Pierre avait environ la même équipe, mais à 100 millions de revenus pour le même produit, les chiffres ils vont être beaucoup plus gros. Donc, en haute performance, son retour serait de 1,9 million en haute performance avec des plus grands revenus. Mais sûrement qu'à rendu à 100 millions, il y aurait une équipe qui serait plus grande que 50 employés. Mais il reste, juste pour l'exemple, je l'ai montré, voir l'impact que ça pouvait avoir. Donc, comment tout ça, ça s'applique chez vous? En fait, la question que je pense qu'il faut plus se poser, c'est, en arrière de ces équipes-là, qu'est-ce qu'on peut apprendre des équipes qui sont plus performantes en termes de livraison? Et la première chose que je vous partagerai, au risque de vous surprendre, c'est que ces équipes-là, en réalité, c'est des experts à apprendre.
Ils ne veulent pas juste faire les choses. Ils veulent mettre une cadence, ils ont une loupe de feedback qui est beaucoup plus rapide que toutes les autres équipes parce qu'ils veulent le plus de feedback le plus fréquemment possible. Ils veulent peaufiner leur art. Ils veulent être plus efficients dans leur façon de faire. Ils veulent comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fonctionne, puis ils veulent comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ils veulent comprendre pourquoi que c'est bon pour un client, puis pourquoi que c'est moins bon pour un client. Ils ne font pas juste livrer des fonctionnalités. Dans tout ce qu'ils font, ils cherchent à apprendre et vivre justement de l'empirisme qu'on cherche beaucoup dans l'agilité. Une compagnie que je trouve qui le fait bien, c'est Toyota. Toyota, dans certaines chaînes de production, ils ont décidé de remplacer des robots avec des humains. Alors pensez-y, là. Ils ont remplacé des robots avec des humains. Toyota, ils ont compris plusieurs choses. Mais ils ont compris que mettre des robots, là, c'est efficient. Tu es capable d'aller vite, tu es capable d'être efficient, puis ça, tu le fais à un coût abordable. Mais par contre, ils ont aussi compris qu'un robot, là, une machine, là, ça ne l'apprend pas. Une machine, ça ne s'améliore pas. Mais un humain, par contre, un humain, ça l'apprend, ça s'améliore. C'est capable de trouver de nouvelles façons de faire, c'est capable de trouver des façons de faire qui vont être plus efficientes, et ensuite, là, tu peux le automatiser. Quand Toyota ils ont fait ce move-là, ils ont raccourci leur délai de production de 10 %. Puis c'est parce qu'ils ont appris à faire un meilleur processus, puis ils l'ont réautomatisé, puis ils ont répété, ils ont répété, puis ils ont répété. Quand on regarde l'histoire du génie logiciel, ça nous le démontre qu'on cherche à faire les choses de plus en plus petites. Quand on regarde les équipes les plus performantes, même les métriques de Dora qu'on voyait tantôt, ils nous le montrent. Là. Pour évaluer la performance, c'est êtes-vous capable de livrer fréquemment et avec stabilité? Donc, on cherche à faire les choses de plus en plus petites. Donc, si on repasse aux métriques de Dora, c'est on veut faire des plus petits changements. Donc, si je fais des plus petits changements, ben ça va être plus rapide. Et c'est beaucoup moins risqué parce que si je me trompe, je vais me tromper sur beaucoup plus petit. Puis si je me trompe sur beaucoup plus petit, bien, ça va être bien plus facile pour moi d'identifier c'est quoi le problème. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de réparer, dans le fond, le problème aussi. Donc, ces équipes-là, voyez-les comme s'ils contrôlent leur risque au maximum, dans le fond. Ils cherchent à mettre une boucle de feedback le plus rapidement possible. Ils font leur cycle de développement est vraiment court et donc ils contrôlent leur risque au maximum. Scientifique, bien, en fait, c'est souhaitable de prendre la méthode scientifique. Donc, on veut émettre des hypothèses, on fait l'expérimentation et ensuite on valide que qu'est-ce qu'on fait, ça fonctionne, parce qu'on ne peut pas le garantir d'avance. Puis ensuite, bien, maintenant qu'on le sait qu'on ne peut pas garantir d'avance que qu'est-ce qu'on fait, ça va fonctionner, bien, ce qu'on veut faire, c'est raccourcir notre loupe de feedback au plus court possible. Enfin, on veut optimiser pour l'apprentissage. Imaginez, là, si on s'entend, je veux faire des plus petites expérimentations. Si je fais des expérimentations sur 1 mois ou 6 mois, bien, mon risque est vraiment grand, là, versus si je cherche à faire des expérimentations qui sont plus courtes. Imaginez, je suis capable d'apporter des changements à toutes les semaines ou même à tous les jours, idéalement, ou même plusieurs fois par jour. Donc c'est un peu cette quête-là qu'on cherche. Et ensuite, on ne veut pas juste que notre cycle de feedback soit le plus court possible. On veut faire le plus d'expérimentation possible. Donc, pour en faire le plus possible, bien, il faut que ça soit facile d'en faire. Puis pour que ça soit facile d'en faire, c'est qu'on va miser sur la qualité. La qualité doit être built-in dans votre processus. Puis quand on parle de qualité, on ne parle pas de le plus beau design ou le plus beau code ou la plus belle architecture. Là. On parle d'un code qui est flexible, d'une architecture qui est flexible, qui est découplée, qui est testable. Donc, par la flexibilité, on va être capable d'avoir la confiance que qu'est-ce qu'on apporte en production, que le changement qu'on apporte en production, je vais avoir confiance que c'est la bonne chose à faire. Comment qu'on gagne cette confiance-là? La confiance, on la gagne par tous les feedbacks qu'on est capable d'avoir en amont avant de mettre en production. Puis un exemple de feedback qu'on est capable d'avoir en amont, c'est les tests automatisés sur votre design. Donc, il n'y a pas juste ça, mais c'est un très bon exemple. Quand on regarde ces équipes-là, on le voit qu'il y a une tendance à aller vers le continuous delivery. Donc, il y a une quête à livrer les choses de plus en plus petites, donc la livraison en continu. C'est vraiment cette capacité-là d'apporter des changements le plus fréquemment possible et avec le plus de stabilité possible. Donc, les équipes les plus performantes, ils utilisent ce genre d'approche-là.
Puis ce qui est intéressant avec des approches comme le Continuous Delivery, c'est que ça va vous forcer, dans le fond, à appliquer d'autres concepts qui sont vraiment importants, eux autres aussi. Vous allez être obligé d'avoir un bon CI, là, une bonne intégration continue. Vous allez être obligé d'avoir une architecture qui est découplée, parce que sinon, ça va être difficile pour vous d'apporter des changements. Les changements, ils vont être difficiles, ils vont prendre du temps. Donc, comment les rendre plus faciles? C'est en ayant un design qui est plus flexible, c'est en ayant une bonne intégration continue, c'est en faisant des plus petits changements, donc d'intégrer les changements plus rapidement dans Master, dans le fond, de les envoyer en production. Puis, il y a plusieurs bénéfices d'aller vers le Continuous Delivery. La première, c'est une release, c'est plus un événement. C'est plus quelque chose qu'on release le vendredi après-midi, puis on est stressé toute la fin de semaine que ça plante. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ça. Donc, c'est rendu quelque chose qu'on fait vraiment souvent. Ça se pourrait qu'on release 3 fois un mardi après-midi. Ce n'est plus un événement. C'est beaucoup moins risqué. Ensuite, c'est votre time to market, donc le temps au marché. Si je fais des plus petits changements, ils sont plus courts à faire et donc ils sont beaucoup plus rapides à mettre dans les mains des utilisateurs. Donc, vous allez avoir un meilleur temps au marché. Ensuite, vous allez avoir une plus grande qualité aussi, parce que si vous faites des plus petits changements, ils sont beaucoup plus faciles à tester. Là. On s'entend, c'est bien plus facile de tester une pull request qui a 10 lignes qu'une pull request qui en a 300. Là. Donc, quand on s'habitue à penser petit comme ça, on va avoir une plus grande confiance et donc on va avoir une plus grande qualité dans notre produit. Ensuite, naturellement, on va avoir un plus petit coût au changement, parce que si je fais des plus petits changements, ils sont moins longs à faire, donc nécessairement, ils me coûtent moins cher à faire. Si je fais des plus petits changements, vous allez avoir un meilleur produit, parce que vous allez livrer des plus petits blocs, des plus petits changements, donc vous allez le faire plus fréquemment. Vous allez envoyer plus souvent des changements à vos utilisateurs. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Vous allez avoir plus de feedback, vous allez avoir plus d'interactions, vous allez gagner plus en apprentissage, vous allez avoir plus d'informations. Et en faisant des plus petits changements, ça vous donne la chance de pouvoir pivoter plus souvent, donc de prendre de meilleures décisions, donc de changer de plan et de faire la bonne chose pour votre produit, et donc d'avoir un meilleur produit. On s'entend que si je fais un changement par semaine versus celui qui en fait 10 par semaine, il y en a un qui se donne 10 fois la chance de changer de décision en cours de route. Et le dernier, c'est, il est vraiment important, c'est des équipes qui vont être plus heureuses, dans le sens que tout devient beaucoup plus facile, parce que si vous faites des plus petits changements, c'est plus facile à tester, donc il va y avoir beaucoup moins de bugs, beaucoup moins de risques. Ensuite, vous allez avoir plus de qualité dans votre produit, donc plus d'engagement avec vos utilisateurs. Donc, vous allez avoir un produit qui a plus d'impact, donc plus de fierté. Et surtout, vous allez réduire vos risques de burn-out dans vos équipes, parce que justement, c'est beaucoup plus facile au bout de la ligne. Donc, honnêtement, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un win-win pour l'équipe, pour l'organisation, pour le produit. C'est un win pour tout le monde, pour vos utilisateurs aussi. Là. Donc, demain, qu'est-ce que je peux faire de différent? Fait que s'il y en a qui sont dans la salle qui m'écoutent, c'est comme, OK, ouais, je comprends, là, mais là, moi, dans mon contexte, justement, j'en ai un président qui me crie après et qui veut il n'est pas obligé de crier, nécessairement, là, mais tu sais, qui rappelle qu'il faut qu'on livre vraiment vite, donc j'ai un contexte. Qu'est-ce que je peux essayer demain matin ou la semaine prochaine? Donc, je ne vous laisserai pas tomber, je vais vous suggérer des choses que vous pouvez déjà faire. La première chose, c'est commencer dans vos équipes. Donc, de faire des plus petites tâches. Ça peut sembler anodin, là, mais tu sais, qui ici là, qui a des stories de 5 points, 8 points, 13 points, puis je vois des mains qui se lèvent. Là. Là, je sais que les points sont relatifs d'équipe en équipe, là, mais l'idée, c'est qui fait des grosses tâches, des grosses fonctionnalités, segmenter ça en plus petites tâches. Là. Puis il en existe des techniques de découpage, des techniques comme Spider, par exemple, qui vont vous aider à découper les tâches vraiment plus petites. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de travailler en pair programming. Ça peut sembler contre-intuitif sur le coup, là, mais travailler ensemble, vous allez avoir beaucoup moins de context switch. Vous allez avoir moins de révisions qui sont des pull requests qui sont asynchrones. Parce que ce qui tue votre productivité au bout de la ligne, c'est pas le temps de programmer une fonctionnalité, c'est le délai d'attente dans votre processus de travail. C'est quand vous faites une pull request et que vous l'envoyez à votre collègue,
puis qu'ils la regardent juste le lendemain, ou dans 2 jours, ou dans 3 jours, c'est ce délai d'attente-là qui tue votre productivité. Et quand on travaille ensemble, bien, on est bien plus focus, on est plus concentré, on est plus efficient, et le délai d'attente il est beaucoup moins grand, voire inexistant. Donc, naturellement, les tâches vont se closer beaucoup plus vite. Dans la même veine, on peut dire de réduire le whip dans le sens de travailler sur moins de choses en même temps. Le but, c'est pas que tout le monde soit occupé. Le but, c'est qu'on livre de la valeur le plus fréquemment possible. Donc, si on travaille sur moins de trucs en même temps, bien, vous allez avoir moins de délai d'attente, justement. Il va y avoir moins de waste, moins de rework, il va y avoir plus de qualité qui va se créer. Donc, je ne sais pas s'il y a des adeptes de Kanban dans la salle, là, mais justement, réduire le whip, c'est quelque chose qui vont vous dire que c'est une bonne chose, justement. Là. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est dans votre daily, concentrez-vous pas nécessairement sur les individus. Dans le sens, posez pas la question « Qu'est-ce que vous avez fait hier? » C'est ça, « Qu'est-ce que vous avez fait hier? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? T'es-tu bloqué? » Concentrez-vous sur les tâches. Passez votre tableau de droite à gauche. Les tâches sont le plus sur le bord d'être terminées, donc elles donnent. Bien, commencez par celle-là, puis posez la question à l'équipe. C'est qui aujourd'hui qui va terminer cette tâche-là? Puis en fait, même mieux, c'est quel duo, quel groupe d'individus qui vont attaquer ces tâches-là. Puis, mettez-vous, il y a une règle que je mets des fois dans les équipes qui, je trouve qui fonctionne bien, c'est empêchez-vous de commencer une tâche avant d'en terminer une. En fait, c'est un peu l'inverse. Avant de commencer une tâche, assurez-vous d'en terminer une, dans le fond. Fait que plus que vous allez faire ça, vous allez voir que votre board, dans le fond, votre tableau, il va fondre graduellement, puis vous allez commencer à livrer de façon vraiment plus fluide. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est simplement de demander à votre équipe de développement. Honnêtement, ils vont vous le dire, là, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Là. Ils vont vous le dire, c'est quoi qui les irrite le plus. Faites un sondage, puis montez une liste. Là. Les développeurs, là, si ils passent 3 heures à builder leur application, là, ils vont se faire un plaisir de vous le rappeler à chaque fois. Là, des fois, là, je vous dis ça dans le sens, il ne faut pas voir les choses nécessairement trop plus gros que qu'est-ce que c'est. Demandez à votre équipe de développement, faites le sondage, faites une liste, priorisez-la, puis commencez par là, tout simplement. Ça peut être juste ça, une chose qu'on peut faire. Et puis, si vous avez une liste, ben, on s'entend, on ne veut pas tout régler en même temps. Là je comprends, restez optimiste, là, visez cette transformation-là, ça va prendre du temps, mais justement, soyez patient, donnez-vous le temps. On ne va pas tout régler en une semaine, c'est bien correct, c'est une aventure, on s'en va vers là, mais ayez ce plan-là d'amélioration avec vous, ça va, faites une chose à la fois. Donc, pour terminer, je le comprends là, que l'amélioration continue, c'est pas tout le temps sexy, là, mais honnêtement, c'est payant. Puis la réalité, là, c'est que si vous voulez être des leaders, dans le fond, avec votre produit, c'est que vous n'avez pas réellement le choix, parce que c'est la façon de faire. On le disait tantôt, là, les meilleurs, là, ceux qui ont une meilleure performance, mais ils mettent la barre de plus en plus haute à chaque année. Donc, si vous n'adoptez pas ce genre de philosophie-là d'amélioration continue, ben, vous allez vous faire dépasser et même que vous allez peut-être être laissé en arrière. Donc, vous n'avez pas le choix d'embarquer dans cette aventure-là. Donc, merci. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que notre équipe chez Nexap et Axify, c'est ça qu'on fait dans notre quotidien. Si jamais vous voulez qu'on prenne une bière tantôt. Sinon, je vais être disponible pour des questions s'il y en a. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question, c'est, vous parlez des métriques DevOps, des 4. Comment vous les mesurez? C'est une bonne question.
On peut soit... il existe, dans le fond, des outils qui permettent de le faire. Donc, il y en existe plusieurs. Axify, c'est ça qu'on cherche à faire, mais il y en existe d'autres, comme exemple des Slurt ou d'autres produits. Ou, ça, c'est en utilisant des outils, mais essentiellement, sinon, vous pouvez le faire à la main, mettons dans un Excel, si vous voulez. Donc, mettons, comme le lead time for change, souvent dans les outils comme des GitLab, des GitHub de ce monde, la fréquence de déploiement, on est capable de l'avoir. Et sinon, tout ce qui est les sources d'incidents, là, c'est un petit peu plus complexe, là, parce qu'il existe plusieurs sources d'incidents. Ça peut être un issue tracker, ça peut être par vos bugs, ça peut être par votre infrastructure s'il tombe down. Souvent, on est capable de les combiner. C'est peut-être là que Excel peut devenir intéressant ou justement d'utiliser des outils en ligne qui sont capables de le faire pour vous automatiquement. Si vous ne les mesurez pas déjà, ma suggestion, ce serait peut-être juste de commencer à créer cette habitude-là. Fait que, moins gros, à la limite, ça peut être dans Excel, sérieusement, ça marche très bien, là. Ensuite, peut-être d'aller vers comme des outils qui l'automatisent parce que c'est plus important que vous adoptez la routine d'inspection. Parce que les métriques en soi, c'est le début de la conversation, là, on s'entend là. Donc, c'est de créer cette habitude-là, de pouvoir s'inspecter sur ça. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Maintenant qu'on fait du strong base development, est-ce qu'on s'améliore ou on s'empire? Donc, tu vas te baser sur ce benchmark-là, ces métriques-là comme benchmark, comme outil d'inspection. Donc, soit qu'on y va manuellement ou par des outils qui existent pour faire ça. Merci. Yes. Merci Alexandre. Nous avons une question en ligne en ce moment. Deuxième micro. Vous dites que livrer plus fréquemment permet de faire plus de changements. Je comprends qu'en réduisant la lourdeur des déploiements, chaque changement peut être déployé. Mais le temps de développement des fonctionnalités est-il plus court? C'est une bonne question. En fait, ce que je viendrais dire, c'est pas juste le temps de déploiement qu'on veut mettre plus petit. Comme je disais, c'est plus de chercher à faire... Quand vous avez, par exemple, une fonctionnalité, au lieu de livrer comme la fonctionnalité dans son ensemble, puis ensuite de la release, c'est de chercher de la segmenter en plus petit. Donc, au lieu de juste faire, on va dire, comme une tâche, séparez-la en plusieurs tâches, puis d'y aller de façon incrémentale. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est... un peu comme quand je parlais de la qualité, qu'on cherche la perfection, souvent on cherche un peu la perfection aussi en termes de fonctionnalité, comme on doit livrer la V2 de cette fonctionnalité-là au complet, et dans le sens qu'on cherche la perfection avant de la mettre dans les mains des utilisateurs, en se forçant à découper plus petit, ça nous force à... Ça se pourrait qu'après, vous atteigniez comme juste 60% de ce que vous voulez faire, puis que c'est suffisant parce que ça ne vaut pas la peine de chercher l'autre 40%. Fait qu'essentiellement, c'est pas juste que le temps de déploiement soit plus petit, c'est faites des tâches plus petites pour aller vers une version finale de la fonctionnalité, mais ça se pourrait que vous ne fassiez pas tout ce que vous avez prévu, puis c'est normal, puis c'est correct, puis c'est ça qu'on veut. Merci. Merci, M. Wash. Pour utiliser un terme technique, c'était une hostie de bonne présentation. Merci. Plaisir. Je me demandais, dans ta boule de cristal, c'est quoi tu vois dans le near future ou dans ce qui s'en vient en avant de nous autres pour continuer dans cette conversation-là? Il y avait des bons insights, il y avait des choses pas mal récentes aussi là, dans les documents que tu as présentés. Tu vois-tu quelque chose qui te titille, là, qui te garde réveillé la nuit, que tu pourrais nous partager dans l'avenir de toutes ces belles métaux-là? Oui, je suis content que tu poses la question. Parce que j'avais trop de stock, j'en ai coupé. Moi, j'aime ça me baser beaucoup sur qu'est-ce qui est des études scientifiques et qu'est-ce qui est le genre de recherche, parce que je trouve que c'est plus viable comme développer la stratégie pour les équipes. Des choses qui ne sont pas encore publiées, mais qu'on le voit que ça va vers là en termes de productivité, on le voit qu'il y a une tendance vers, en anglais, on appelle ça le developer experience. Là. Donc, c'est moins juste faire des changements rapidement. Là, on le voit que on veut que nos équipes soient heureuses, qu'ils soient alignés, qu'ils soient capables, qu'ils aient plus d'autonomie. Et donc, on le voit qu'il y a une tendance dans les recherches à aller plus vers que l'expérience de développement soit le plus agréable possible. Exemple, je sens qu'on ait plus d'autonomie, qu'on puisse prendre les outils plus qu'on veut pour trouver nos solutions, que le build time, exemple, soit... S'il nous prend 1 heure à faire, c'est long, puis c'est chiant, puis c'est étonnant, puis on ne peut pas être payé pour faire ça. Donc, c'est d'améliorer ça. Il y a tout ce qui englobe le developer experience. Il y a vraiment... soit que je vis dans une bulle, ou soit que je vois juste ça, mais je vois qu'il y a une tendance à qu'est-ce qui rend les équipes plus performantes pour aider le monde
à améliorer la productivité des équipes, ça va être d'améliorer l'expérience de développement au bout de la ligne. Donc, je n'ai pas vu encore comme d'études qui sont comme sorties, mais quand tu suis les personnes qui sont dans ce sujet-là, tu le vois qu'ils parlent juste de ça ces temps-ci, là, dans les derniers mois. Là. OK. Ben, merci beaucoup. Thank you. Salut Alexandre, ça va bien? Yes. Salut Antoine. Cool. Question, tu parlais de justement l'amélioration continue n'est pas sexy, mais c'est rentable. Comment vous avez fait chez Nexa pour créer cette culture-là à partir du point de vue des équipes, créer une culture d'amélioration continue en tant que telle? Dans le fond, comment qu'on fait... si je repasse la question, c'est comment qu'on fait vivre la... Exactement. Ben, il y a plusieurs choses. Ben, vraiment, c'est de... comment je peux dire? C'est de l'évangéliser pour de vrai. Dans notre équipe de leadership, c'est quelque chose que c'est intrinsèque en nous aussi. Donc, on n'a pas besoin de se battre contre le management pour ça. Et de l'autre côté, c'est, je dirais, de protéger ce temps-là d'amélioration, puis de mettre des plateformes en place ou des rituels en place pour que ça se vive, puis vraiment de dire, de l'encourager pour de vrai, là. Puis l'autre chose j'ajouterais à ça, je le disais un petit peu tantôt, c'est, pour moi, c'est que ça fait partie intégrante du travail. C'est pas quelque chose qui est fait à côté, c'est pas quelque chose que tu fais de soir. Tu sais, dans nos équipes, il y a déjà des... Dave West, il en parlait à matin, là, tu sais, make time to think, là, make time to learn. Dans les équipes, normalement, on veut déjà des moments de rétrospective, on doit avoir des moments de rétrospection. Donc, c'est pas des enlevés, ils sont vraiment importants. Et c'est comme des protégés, entre guillemets. Là. Merci. Ça fait plaisir. Salut Alexandre. Cette fois-ci, c'est une question en présentiel à moi. Pour une compagnie de service, comment tu encourages le travail, le learning des équipes alors que c'est du temps non facturable? Hey, c'était une bonne question. Je suis content que tu la poses, Julien. En fait, je vais aller me rattacher. Bien, oui, il y a du temps qui est non facturable, mais en réalité, il y a des choses. Je reviendrai à Dave Farley, ce qu'il parle dans son livre, c'est quoi de l'engineering, dans le fond? Est-ce que de l'ingénierie, c'est-tu juste du temps sur le clavier à programmer? Puis la réponse, c'est que c'est non. Dans le sens que de l'engineering, c'est la résolution d'un problème. Donc, ça peut être la lecture, l'apprentissage, c'est le processus, dans le fond, de trouver la solution à un problème et non juste le temps sur le clavier. Puis l'exemple qu'il donne, c'est avec SpaceX. Est-ce que de mettre des boulons dans une fusée, c'est ça de l'ingénierie, ou c'est d'être capable d'envoyer une fusée dans l'espace et donc de comprendre comment envoyer une fusée dans l'espace? Oui, mettre des boulons, c'est quelque chose qui est important, mais trouver la solution au problème et donc d'apprendre à être plus efficient et qu'on soit meilleur dans le futur, c'est éviter de faire des erreurs dans le futur, c'est important. Puis ensuite, chez nous, ce qu'on distingue, c'est qu'on a des moments qui sont internes à nous, comme par exemple, on a des learning hours, que ça, on ne facture pas. C'est des moments qui sont propres à nous. Mais sinon, on s'entend que si, mettons, tu as un développeur qui regarde sur Stack Overflow, d'un sens, c'est pas du temps de clavier, mais c'est du temps de résoudre son problème. Donc, à mes yeux, ça fait partie de la job, là. Super, merci beaucoup. Dernière question fun dans ce cas-là. Tu parlais de SpaceX. Que penses-tu de l'idée d'imprimer ces dernières lignes de code sur papier pour juger de la performance? Là, je ne sais pas si j'ai vraiment une opinion publique là-dessus. Non, tu n'es pas obligé. Non, mais en dehors de l'exemple de Twitter, c'est sûr que mesurer la productivité sur des lignes de code, c'est sur de l'output, donc c'est pas quelque chose que je prône chez nous. Par contre, je manque trop de contexte pour comprendre c'est quoi en arrière qu'ils cherchent à faire pour avoir une opinion sur leur cas. Mais c'est sûr que de mesurer l'output en termes de productivité, c'est pas quelque chose que je prône personnellement. Merci beaucoup, Alexandre. Beau travail. Merci. Alors, on va faire une pause jusqu'à 15h25. On va revenir avec Olivier Bertrand pour la découverte du modèle Accelerate. Merci encore de votre attention. On se voit tantôt.